À force de rien, ils font des livres plus gros qu'eux. Nous leur cédons la place avec la meilleure grâce du monde. Suivant l'exemple de nos prédécesseurs, nous dirons seulement, par suite, que la haute société sous le règne de la reine Anne brillait d'un éclat sans pareil. Y être admise était le but de toute personne bien née. Les grâces y étaient suprêmes. Les pères en instruisaient leurs fils, les mères leurs filles. On ne jugeait parfaite l'éducation de ces jeunes gens des deux sexes que lorsqu'ils connaissaient à fond la science de l'attitude, l'art du salut et de la révérence, le maniement de l'épée ou de l'éventail, les soins de la bouche, le jeu de la jambe, le ploiement du genou, les diverses façons d'entrer dans un salon ou d'en sortir, enfin 1000 détails qui viendront aussitôt à la pensée de quiconque a jamais été dans le monde lui-même. Puisque Orlando avait mérité les louanges de la reine Élisabeth pour sa façon de tendre une coupe d'eau de rose lorsqu'elle était un jeune garçon, on doit supposer qu'elle avait suffisamment d'expérience aujourd'hui pour affronter les juges mondains. Il est vrai que sa distraction la rendait gauche quelquefois. Elle était bien capable de penser à la poésie quand il aurait fallu penser au taffetas. Elle marchait d'une façon un peu trop dégingandée pour une femme, peut-être, et ses gestes abrupts pouvaient mettre en danger à l'occasion une tasse de thé. Soit que cette légère maladresse suffit à contrebalancer la splendeur de son port, soit qu'il y eut dans son sang une goutte de trop de cette noire humeur qui courait dans les veines de toute sa race, il est certain qu'après une vingtaine de sorties dans le monde, on aurait pu déjà l'entendre murmurer son épagneul, Pipin, était son unique confident. Quelque chose ne va pas. Mais quoi? Ceci se passait le mardi 16 juin 1712. Orlando arrivait d'un grand bal à Arlington House. C'était l'aube, et elle retirait ses bas. Cela m'est bien égal de ne plus voir personne de ma vie, cria-t-elle soudain, et elle fondit en larmes. Les amants ne lui manquaient pas, mais la vie, qui, après tout, n'était pas sans importance. La vie lui échappait. Est-ce là? Demanda-t-elle, mais il n'y avait personne pour répondre. Est-ce là? Elle n'en finit pas moins sa phrase. Ce qu'ils appellent vivre? En signe de sympathie, l'Épagnol tendit la patte. L'Épagnol lécha Orlando. Orlando frappa l'Épagnol. Orlando baisa l'Épagnol. Bref, il régnait entre eux la sympathie la plus vraie qui puisse s'établir entre un chien et sa maîtresse. Mais, dans ce commerce avec les animaux, il n'est pas niable que le défaut de parole met un grand obstacle à des échanges un peu délicats. Ils agitent la queue, ils ploient l'avant-train et bombent l'arrière, ils se roulent, ils sautent, trépignent, gémissent, aboient, bavent, observent 1000 rites et inventent 1000 artifices, mais en vain ou presque, puisque la parole leur manque. Et voilà bien, songea Orlando en couchant doucement le chien sur le parquet. Voilà bien ce que je reproche au grand monde d'Arlington House. Eux aussi agitent la queue, s'inclinent, se roulent, sautent, trépignent et bavent. Mais la conversation leur reste inconnue. Voici des mois que je vais dans le monde, dit Orlando en jetant un bas à travers la pièce. Et je n'ai rien entendu que Pipin n'eût été capable d'exprimer. J'ai froid, j'ai faim, je suis content, j'ai attrapé une souris, j'ai enterré un os, un baiser sur mon nez, je vous prie. C'était bien peu. Comment Orlando avait-elle passé en si peu de temps de l'ivresse au dégoût? On pourrait l'expliquer en supposant que ce mélange mystérieux, le monde, n'est pas bon ou mauvais en soi, mais contient un esprit volatile et puissant qui vous enivre quand vous le croyez, comme le croyait Orlando, délicieux, ou qui vous donne la migraine quand vous le croyez, comme le croyait Orlando,
répugnant. Que la faculté du langage ait beaucoup à faire là-dedans, nous nous permettons d'en douter. Souvent, une heure de silence est la plus exquise de toutes. L'esprit le plus brillant peut être ennuyeux au-delà de toute expression. Mais laissons ceci au poète et poursuivons notre récit. Orlando envoya son second bas rejoindre le premier et se mit tristement au lit en jurant désormais de renoncer au monde. Mais c'était aller trop vite en besogne, comme l'avenir le montra bientôt. Dès son réveil le lendemain matin, elle trouva sur sa table parmi les invitations ordinaires un billet d'une certaine grande dame, la comtesse de R. Étant donné son serment de la veille, la seule explication que nous puissions donner de la conduite d'Orlando, en hâte, elle dépêcha son courrier à Hare House pour assurer la comtesse de l'immense plaisir qu'elle aurait à lui rendre visite. La seule explication donc que nous puissions donner de la conduite d'Orlando, c'est qu'elle ressentait encore l'effet de ces 3 noms mélodieux qu'avait laissés tomber dans son oreille, sur le pont de l'Enamored Lady, le capitaine Nicholas Benedict Bartolus, au moment où il remontait la Tamise. Addison, Dryden, Pope, avait-il dit, en montrant du doigt le cocotier, et depuis ce jour, Addison, Dryden, Pope, comme une incantation, carillonnait dans la tête d'Orlando. Comment croire à tant de folie? Pourtant les faits sont là. Toute son expérience avec Nick Green n'avait rien appris à Orlando. De tels noms exerçaient toujours sur elle la plus puissante fascination. Peut-être devons-nous croire à quelque chose. Et puisqu'Orlando, nous l'avons dit, ne croyait pas aux divinités ordinaires, peut-être avait-elle transféré aux grands hommes sa part de crédulité. Distinguons pourtant les animaux, les soldats, les hommes d'État ne l'émouvaient en rien. Mais la seule pensée d'un grand écrivain suscitait dans son âme un tel élan de foi qu'elle en faisait presque un dieu invisible. En quoi son instinct d'ailleurs montrait du bon sens. Pour que l'âme puisse croire, sans doute faut-il que les yeux ne puissent voir. Sur le pont du bateau, c'est dans une sorte de vision mystique qu'Orlando avait entrevu ces grands hommes. Elle doutait que la tasse y fût vraiment en porcelaine et la gazette en papier. Lorsque Lord O, un jour, s'était vanté d'avoir dîné la veille avec Dryden, elle n'en avait pas cru un traître mot. Or, le salon de Lady R avait la réputation d'être une antichambre du Saint des Saints où vivait le génie. C'était là qu'hommes et femmes se réunissaient pour balancer des encensoirs et entonner des hymnes devant le buste du grand homme trônant dans une niche. Parfois le dieu daignait apparaître en personne. Seules des intelligences éminentes étaient admises dans cette chapelle où l'on ne disait rien, paraît-il, qui ne fût spirituel. Quel n'était donc pas le trouble d'Orlando lorsqu'elle entra dans le salon. Elle trouva la compagnie déjà rassemblée en demi-cercle autour du feu. Lady R, une assez vieille dame, au teint foncé, avec une mantille de dentelle noire sur la tête, était assise dans un grand fauteuil au centre. Ainsi, quoique dure d'oreille, elle pouvait diriger la conversation tant à sa droite qu'à sa gauche. Tant à sa droite qu'à sa gauche étaient assis des hommes et des femmes de la plus haute distinction. Tous les hommes, disait-on, avaient été premiers ministres et toutes les femmes, murmurait-on, avaient eu un roi pour amant. À coup sûr, tous étaient brillants, tous étaient fameux. Orlando salua très bas, sans mot dire, et s'assit. 3 heures après, elle fit une profonde révérence et sortit.
Mais enfin, dira le lecteur exaspéré, que se passe-t-il entre-temps? En 3 heures, de si grands esprits n'ont pu que tenir les propos les plus spirituels, les plus profonds, les plus intéressants du monde, on serait tenté de le croire. Mais en fait, ils ne dirent rien. C'est là une caractéristique curieuse qu'ont toujours partagée les plus brillantes sociétés du monde. La vieille Madame du Défend et ses amis ont parlé pendant 50 ans sans arrêt. Et qu'en reste-t-il? Peut-être 3 mots spirituels. Nous sommes donc libres de croire soit qu'on ne disait rien chez Madame du Défend, soit qu'on n'y disait rien de spirituel, soit enfin que les 3 paroles spirituelles durèrent 18 250 soirées, ce qui ne laisse pas beaucoup d'esprit à la part de chacune. La vérité paraît être, si nous osons nous servir d'un tel mot pour un pareil sujet, que tous ces petits cercles vivent sous un enchantement. L'hôtesse est notre Sibylle moderne. C'est une sorcière qui jette un charme sur ses invités. Dans telle maison, il se croit heureux, dans telle autre spirituel, dans une troisième profond. Ce sont autant d'illusions que je ne songe pas à blâmer le moins du monde, car les illusions sont les choses les plus précieuses et les plus nécessaires de la vie. Et la femme qui peut en créer une compte parmi les grandes bienfaitrices de l'humanité. Mais chacun sait que les illusions sont réduites en poudre lorsqu'elles se heurtent à la réalité. Il s'ensuit donc qu'aucun bonheur réel, aucun esprit réel, aucune profondeur réelle ne sont tolérés dans les lieux où l'illusion règne. Ceci explique pourquoi Madame du Défend n'a pas tenu plus de 3 propos spirituels en 50 ans. Si elle en avait tenu davantage, son cercle eût été détruit. Le mot d'esprit, en quittant ses lèvres, fauchait toute la conversation courante comme un boulet de canon fauche les fleurs des prés. Son fameux mot de Saint-Denis roussit jusqu'à l'herbe. Le désenchantement et le désespoir le suivirent. Pas une parole ne fut prononcée. Pardieu, madame, épargnez-nous un autre mot semblable, crièrent plus tard ses amis d'un seul accord, et elle obéit. De presque 17 ans, elle ne dit plus rien de mémorable et tout alla le mieux du monde. La belle et bonne Douillette, de l'illusion, protégea son salon comme elle protégeait celui de Lady Eyre. Les fidèles se croyaient heureux, se croyaient spirituels, se croyaient profonds, et puisqu'ils le croyaient, d'autres le croyaient encore plus fermement. Ainsi s'était accrédité la légende que le salon de Lady Eyre était un lieu de délices incomparables, tous enviaient ceux qui avaient le bonheur d'y être admis, et ceux-là s'enviaient eux-mêmes parce que les autres les enviaient. Un tel enchaînement n'a pas de fin, hormis celle que nous allons rapporter. Un jour, en effet, un incident survint. Orlando, qui était là environ pour la 3e fois, avait encore l'illusion qu'elle écoutait les épigrammes les plus brillantes du monde. En fait, le vieux général C était tout bonnement en train de raconter avec force détail comment la goutte avait passé de sa jambe gauche à sa jambe droite, et Mr. L se contentait de l'interrompre à chaque nom propre. R. Oh, je connais Billy R comme ma poche. S. Mon meilleur ami. T. J'ai passé 15 jours avec lui dans le Yorkshire. Et ce qui, par la vertu de l'illusion, apparaissait à tous comme les réparties les plus spirituelles, les réflexions morales les plus pénétrantes, et suscitait dans le salon un bruyant enthousiasme quand soudain, la porte s'ouvrit et livra passage à un petit homme, dont Orlando ne saisit pas le nom. Bientôt elle fut envahie par une sensation curieusement désagréable. Les visages environnants lui apprirent
qu'elle n'était pas la seule à ressentir cette gêne. Quelqu'un se plaignit d'un courant d'air. Un chat devait être caché sous le sofa, gémit la marquise de C. On eût dit que leurs yeux, après un rêve exquis, s'ouvraient peu à peu pour voir un broc minable et une contrepointe sale. On eût dit que les vapeurs grisantes d'un vin délicieux lentement s'échappaient de leur cerveau. Le général parlait toujours, et Mr. L se souvenait encore, mais de plus en plus, tous voyaient le coup apoplectique de l'un et la calvitie de l'autre. Quant à leurs propos, on ne pouvait rien imaginer de plus ennuyeux, de plus trivial. L'énervement devint général. Les dames, sous la protection de leurs éventails, bâillèrent. À la fin, Lady R tapota sèchement du sien le bras de son fauteuil. Les deux causeurs se turent. Alors, le petit bonhomme dit, il dit ensuite, il dit enfin. Ces mots éclataient d'esprit vrai, de vraie sagesse, de vraie profondeur. Ils épouvantèrent l'auditoire. Un seul eût été bien assez pénible, mais trois coup sur coup le même soir, pas un salon ne pouvait y survivre. Mr. Pop, dit la vieille Lady R d'une voix qui tremblait de rage sarcastique, vous vous plaisez à montrer de l'esprit. Le visage de Mr. Pop s'empourpra. Personne ne dit mot. Un silence mortel pesa sur l'assistance pendant 20 minutes. Puis, un à un, les fidèles se levèrent pour s'éclipser. Après une telle aventure, il était douteux qu'ils revinssent jamais. On pouvait entendre les porte-flambeaux appeler leurs carrosses jusqu'au bas de South Audley Street. Les portières battirent. Le roulement des roues s'éloigna. Dans l'escalier, Orlando se trouva près de Mr. Pope. Son corps maigre et tordu était secoué d'émotions diverses. Ses yeux décochaient à la fois des traits de malice, de rage, de triomphe, d'esprit et de terreur, car il tremblait comme une feuille. Il avait l'air d'un reptile, prêt à la détente, avec le feu d'une topaze au front. Au même instant, une étrange tempête d'émotions ballottait l'âme de la malheureuse Orlando. Elle était encore sous l'effet du désenchantement qui l'avait assailli moins d'une heure auparavant. Sous de tels chocs, l'esprit titube. Tout prend une apparence 10 fois plus triste et plus dénudée. C'est à de tels moments que l'esprit humain court les plus grands dangers, que des femmes prennent le voile, des hommes la tonsure. C'est à de tels moments que des riches font donation de tous leurs biens, et que des hommes heureux se tranchent la gorge avec un couteau à découper. Orlando aurait fait tout ceci de bon cœur, mais elle pouvait prendre un parti plus casse-cou encore, et elle le prit. Elle invita Mr. Pope à l'accompagner chez elle. Car, s'il faut être casse-cou pour entrer sans armes dans l'antre d'un lion, casse-cou pour affronter l'Atlantique dans une barque à rames, casse-cou pour jouer à cloche-pied au sommet de Saint-Paul, il faut l'être encore davantage pour rentrer chez soi en tête-à-tête avec un poète. Un poète combine en lui l'Atlantique et le lion. L'un nous noie, l'autre nous mord. Si nous échappons aux dents, nous succombons aux vagues. Un homme qui détruit les illusions est à la fois bête sauvage et flot. Les illusions sont à l'âme ce que l'atmosphère est à la terre. Détachez cette pellicule d'air tendre, et la plante meurt.
La couleur se fane. La terre sur laquelle nous marchons n'est qu'un mâche-fer. Nous foulons de la marne et des cailloux aigus nous déchirent les pieds. La vérité nous anéantit. La vie est un rêve. C'est le réveil qui nous tue, qui nous vole nos rêves, nous vole notre vie. Et cela peut continuer pendant 6 pages si vous le désirez, mais c'est un style bien ennuyeux. Autant l'abandonner. À ce compte, Orlando aurait dû être réduit en cendres quand le carrosse s'arrêta devant sa maison de Blackfriars. Si elle en sortit épuisée de fatigue, il est vrai, mais encore de chair et d'os, ce ne fut que grâce à un fait sur lequel nous avons déjà attiré l'attention du lecteur. Moins clair nous voyons, et plus nous croyons. Or, les rues qui vont de Mayfair à Blackfriars étaient à cette époque fort mal éclairées. C'était mieux, il est vrai, qu'au siècle d'Élisabeth, car, alors, le voyageur nocturne devait se fier aux étoiles ou à la torche rougeoyante d'un veilleur de nuit pour éviter de se rompre le col dans les sablières de Park Lane ou de s'égarer dans les bois de chêne labourés par les sangliers sur la route de Tottenham Court. Mais tout de même, l'éclairage était loin encore de la perfection moderne. Tous les 200 mètres environ vacillait la lampe à huile d'un réverbère, mais les intervalles étaient, sur presque toute leur longueur, d'un noir de poix. Ainsi, pendant 10 minutes, Orlando et Mr. Pope étaient dans l'ombre, puis, pendant une demi-minute, dans la lumière. Ces oscillations firent naître en Orlando un étrange état d'âme, à mesure que s'évanouissait la lumière. Elle sentait un baume exquis l'envahir tout entière. En vérité, c'est un grand honneur pour une jeune femme d'être en voiture avec Mr. Pope, pensait-elle bientôt, en considérant de profil le nez de son voisin. Je suis bénie entre toutes les femmes. À un demi-pouce de moi, en vérité, je sens les rubans de son genou qui se pressent contre ma cuisse. Est le plus grand génie de ce royaume, dominions inclus. Les siècles futurs penseront à nous avec curiosité et m'envieront furieusement. Mais voici qu'approchait un nouveau réverbère. Sotte que je suis, pensait-elle, la renommée et la gloire ne sont rien. Les siècles à venir se soucieront bien de moi et de Mr. Pope. Et qu'est-ce qu'un siècle vraiment? Et qu'est-ce que nous? Cette traversée de Berkeley Square ressemblait au tâtonnement de 2 fourmis aveugles un instant réunies par le hasard, sans intérêt ni but commun dans le noir d'un désert. Orlando frissonnait, mais de nouveau revenait l'ombre, l'illusion renaissait. Comme son front est noble, pensait-elle, en prenant dans l'obscurité la bosse d'un coussin pour le front de Mr. Pope. Quel poids de génie dans ce crâne, quel esprit de sagesse et de vérité. Rien ne lui manque en fait de tous ces trésors qui ont pour les hommes plus de prix que la vie même. Vous êtes la seule lampe éternelle. Sans vous, l'humain pèlerinage s'accomplirait dans une ombre funeste. À ce moment-là, le carrosse roula dans une ornière de Park Lane et fit une embardée terrible. Sans génie, à coup sûr, nous verserions, c'en serait fait de nous, ô le plus auguste, le plus lumineux des phares. Orlando apostrophait en ces termes la bosse du coussin lorsque la voiture passa sous l'un des réverbères de Berkeley Square. L'erreur fut dissipée, Mr. Pope avait un front comme tout le monde. Petit misérable, pensa Orlando, voilà donc comme tu m'as trompé. J'ai pris cette bosse pour ton front, quand on peut te voir clairement, quelle ignominie, quelle bassesse maladive et mal bâtie. Je ne vois rien à vénérer en toi, mais fort à plaindre et à mépriser. Mais l'ombre revint et la colère d'Orlando changea d'objet, quand elle ne vit plus que les genoux du poète. Que dis-je? C'est moi qui suis misérable, réfléchit-elle.
lorsqu'ils furent plongés de nouveau dans une obscurité complète. Si vil que vous soyez, ne suis-je pas plus vil encore? C'est vous qui me nourrissez, qui me protégez. Vous êtes l'épouvante des bêtes fauves et la terreur des tribus barbares. Vous avez tissé pour moi des habits avec des fils du verre à soie et des tapis avec la laine des troupeaux. Et si j'ai besoin d'adorer, n'avez-vous pas mis dans le ciel à mon intention votre propre image? Ne trouvais-je pas partout la marque de votre sollicitude? Quelle humilité, quelle gratitude, quelle docilité ne vous dois-je point en échange? Je veux passer ma vie à vous servir, vous honorer, vous obéir, avec joie. Peine avait-elle achevé ce discours que le carrosse atteignit l'énorme réverbère au coin de ce qui est aujourd'hui Piccadilly Circus. La lumière éblouit Orlando et soudain elle vit, outre quelques créatures dégradées de son propre sexe, deux misérables nains perdus dans un désert affreux. Ils étaient également nus, solitaires, sans armes et impuissants à se porter un mutuel secours. Chacun avait assez d'ouvrage à s'occuper de son salut. Regardant Mr. Pop en plein visage, « Je ne puis pas plus vous adorer, » pensa Orlando, « que vous ne pouvez me protéger. Ce sont là deux folies également vaines. La lumière de la vérité tombe sur nous avec une crudité impitoyable, et la lumière de la vérité nous va diablement mal à tous les deux. » Comme de juste, pendant tout ce temps, il n'avait pas cessé d'échanger des propos agréables selon l'usage des personnes bien nées et de bonne éducation, sur l'humeur de la reine et la goutte du premier ministre, tandis que le carrosse, passant de l'ombre à la lumière, descendait Haymarket, suivait le Strand, remontait Fleet Street et atteignait enfin la maison d'Orlando à Blackfriars. Depuis quelques instants déjà, les intervalles séparant les réverbères étaient mieux éclairés, et les réverbères éclairaient moins. L'aube venait de naître, et ce fut, dans la lumière égale mais confuse d'un matin d'été, au moment où tout est visible mais où rien ne l'est distinctement, qu'ils descendirent de carrosse. Mr. Pope, offrant l'appui de sa main à Orlando, et Orlando, priant Mr. Pope avec une révérence, de la précéder dans son hôtel, sans omettre le moindre rite de la civilité gracieuse. Il ne faudrait pas déduire du passage précédent que le génie, il est vrai que ce mal a disparu des îles britanniques. Feu Lord Tennyson, dit-on, ayant été le dernier à en souffrir. Il ne faudrait donc pas déduire du passage précédent que le génie brille toujours d'un éclat égal. S'il en était ainsi, tout serait clair pour nous, et nous courrions le risque d'être brûlés vifs. Le génie fonctionne plutôt à la façon d'un phare, qui jette un rayon puis s'arrête pendant un certain temps. Seulement plus capricieux dans ses manifestations, il peut lancer 6 ou 7 éclairs coup sur coup, comme l'avait fait Mr. Pope cette nuit, et puis rentrer dans l'ombre pour une année ou pour toujours. Il est donc impossible de se guider d'après ces rayons, et les hommes de génie, dit-on, quand ils sont dans leur série noire, ne se distinguent pas du commun des mortels. Ce fut une déception pour Orlando, mais un bonheur aussi, car, à partir de cette nuit, elle vécut souvent dans la société d'hommes de génie, et il n'était pas si différent de nous qu'on aurait pu le croire. Addison, Pope, Swift se révélèrent amateurs de thé. Ils aimaient les berceaux de verdure. Ils collectionnaient de petits morceaux de verre coloré. Ils adoraient les grottes. Les honneurs ne leur étaient pas désagréables. Les louanges leur étaient délicieuses.
Il portait des habits tantôt gris, tantôt prunes. Mr. Swift avait une belle canne de Malacca. Mr. Addison parfumait ses mouchoirs. Mr. Pope souffrait de maux de tête. Un peu de commérage ne leur faisait pas peur. Ils n'étaient pas d'ailleurs sans avoir leur jalousie. Nous notons ici au hasard quelques réflexions qui se présentèrent pêle-mêle à l'esprit d'Orlando. D'abord, elle s'en voulut de prendre garde à ces bagatelles et résolut de noter sur un cahier les discours mémorables de ces grands hommes. Mais la page demeura vide. Peu à peu, cependant, Orlando reprit son entrain, déchira les cartes d'invitation aux réunions mondaines, garda ses soirées libres, attendit avec impatience la visite de Mr. Pope, de Mr. Addison, de Mr. Swift, etc. Si le lecteur veut bien consulter The Rape of the Lock ou le Spectator ou les voyages de Gulliver, il comprendra précisément ce que peuvent signifier ces mots mystérieux. En vérité, biographes et critiques pourraient s'épargner toute leur peine si les lecteurs voulaient bien suivre ce conseil. Car, lorsque nous lisons « Si de la chaste Diane on a brisé les vœux, ou fêlé par mégarde un vase précieux, entaché son honneur, gâté sa brocatelle, oublié sa prière ou son loup de dentelle, perdu son cœur un soir ou ses perles au bal, Mr. Pope en personne est devant nous. Nous voyons frétiller sa langue, comme celle d'un lézard, nous voyons ses yeux jeter des éclairs et sa main trembler. Nous savons comment il aimait, comment il mentait, comment il souffrait, bref, tous les secrets d'une âme d'écrivain, toutes les expériences de sa vie, toutes les qualités de son esprit éclatent dans ses œuvres. Et cependant, il nous faut encore les gloses du critique et les récits des biographes. Le temps pèse bien lourd aux hommes. C'est la seule explication possible de telles monstruosités. Pour nous, ayant lu une page ou deux du poème de Mr. Pope, nous savons exactement pourquoi Orlando le trouvait si amusant et si effrayant à la fois. Pourquoi elle avait les joues si brûlantes et les yeux si brillants cet après-midi. Mrs. Nelly frappa. Mr. Addison demandait à être introduit auprès de madame. À ces mots, Mr. Pope se leva, avec un sourire oblique, prit congé et s'en fut en boitillant. Mr. Addison entra. Pendant qu'il prend un siège, lisons le passage suivant du Spectator. Je tiens la femme pour un bel animal romanesque, que l'on peut orner de fourrure et de plumes, de perles et de diamants, de métaux et de soieries. Le lynx, humblement, lui offrira sa peau pour une palatine. Le paon, le perroquet, le cygne s'associeront pour lui faire un manchon. On fouillera la mer pour des coquilles, les roches pour des gemmes, et tous les règnes de la nature contribueront à l'embellissement d'un être qui en est l'ouvrage le plus achevé. Tout ceci je le passe aux femmes. Mais, pour ce jupon dont je vous parlais tout à l'heure, je n'y puis consentir, et je n'y consentirai point. Nous tenons notre auteur, tricorne et tout, au creux de notre paume. Une fois de plus, examinez-le sous la loupe. Ne voyez-vous pas, avec une netteté prodigieuse, jusqu'au pli de son bras? N'avez-vous pas, devant les yeux, les moindres rides, les moindres pentes de son esprit, sa bénignité,
sa timidité, son urbanité, jusqu'au fait qu'il épousa une comtesse et mourut à la fin de façon très respectable. Tout est parfaitement clair. Mais, à peine Mr. Addison a-t-il dit son mot qu'on cogne à la porte et Mr. Swift, qui a toujours en ses façons tranchantes, entre sans se faire annoncer. Un moment, je vous prie. Où sont les voyages de Gulliver? Ah, les voici. Lisons un passage du voyage chez les Wims. Je jouissais alors d'une parfaite santé de corps et d'une entière tranquillité d'esprit. Je n'avais à souffrir ni la trahison, ni l'inconstance d'un ami, ni les violences d'un ennemi avoué ou secret. Je n'étais pas contraint par vanité, flatterie ou macrelage d'acquérir la faveur d'un grand ou de son mignon. Je n'avais besoin d'aucune barrière contre l'oppression ou le vol. Là, pas de médecin pour détruire mon corps, ni d'avocat pour ruiner ma fortune, pas d'espion pour guetter mes paroles, mes actes et forger contre moi des accusations pour de l'argent, pas de railleurs, de censeurs, de calomniateurs, de voleurs, de bandits, de cambrioleurs, de juges, de macros, de bouffons, de pipeurs, de politiciens, de beaux esprits, pas de bavards suant l'ennui. Arrêtez de grâce. Cette grêle de mots va nous écorcher vifs et vous-même à la suite. Rien de plus cru que la violence de cet homme. Il est si rude et pourtant si propre, si brutal et pourtant si bon. Lui qui méprise le monde entier. Le voilà qui câline une petite fille. Il finira, qui en doute, dans un asile de fous. Orlando, donc, leur versait du thé, et parfois, quand il faisait beau, les emmenait chez elle à la campagne où elle les traitait royalement dans la salle ronde. Elle y avait pendu tous leurs portraits en cercle. Ainsi, Mr. Pope ne pouvait l'accuser d'avoir donné la priorité à Mr. Addison ou réciproquement. Ils étaient fort spirituels d'ailleurs, mais leur esprit est tout entier dans leurs livres. Et ils enseignèrent à Orlando l'essentiel du style, qui est d'avoir toujours un ton de voix naturel. C'est une qualité qui ne s'acquiert que par l'oreille. Sans cette éducation directe, il est vain de chercher à l'imiter. La Bill Green lui-même n'y parviendrait pas. Cette vague de naturel naît de l'atmosphère, frôle les meubles de sa volute, roule, s'évanouit. Nul ne la ressaisira jamais, et moins que personne ceux qui, un demi-siècle plus tard, dressent l'oreille et s'efforcent. Orlando l'apprit simplement en écoutant se nuancer la voix de ses hôtes. Son propre style changea. Elle écrivit des vers coulants, fort spirituels, et en prose traça quelques portraits. Tandis qu'elle apprenait ainsi à mieux écrire, elle prodiguait son vin, glissait sous l'assiette de ses compagnons à dîner quelques billets de caisse qu'il prenait fort aimablement, agréait leurs dédicaces et se jugeait hautement honoré par cet échange. Ainsi, les jours fuyaient et l'on pouvait souvent entendre Orlando se dire à elle-même, avec une emphase peut-être un tantinet suspecte, par mon âme, quelle vie! Car elle était toujours à la recherche de cette denrée. Mais les circonstances la forcèrent bientôt à considérer les choses de plus près. Un jour, elle versait du thé à Mr. Poe. Celui-ci, comme n'importe qui peut le devenir d'après les vers cités plus haut, tout contracté dans son fauteuil, l'observait de ses yeux brillants. Seigneur, pensa-t-elle en levant les pinces à sucre, comme les femmes des siècles futurs m'environ,
Et pourtant, elle s'arrêta car il fallait s'occuper de Mr. Poe. Et pourtant, complétons sa pensée, lorsque quelqu'un dit comme les siècles futurs m'environt, on peut être sûr qu'il se sent tout à fait mal à l'aise dans le présent. Cette vie était-elle aussi amusante, aussi flatteuse, aussi glorieuse en réalité qu'après avoir passé entre les mains des mémorialistes? D'abord, Orlando détestait positivement le thé. En second lieu, l'intelligence, si divine, si adorable qu'elle soit, a l'habitude de loger dans les plus éreintées des carcasses, où elle a bientôt dévoré les autres vertus humaines, si bien que souvent, là où l'esprit est le plus développé, le cœur, les sens, la grandeur d'âme, la charité, la tolérance, la bienveillance, etc., n'ont pas la place de respirer. Ajoutez à ceci la haute opinion que les poètes ont d'eux-mêmes et la basse opinion qu'ils ont des autres, les inimitiés, les guerres, les envies, les disputes où ils sont engagés sans cesse, la volubilité qu'ils mettent à en faire part, la rapacité avec laquelle ils exigent votre sympathie, et vous verrez qu'en somme, disons-le à voix basse, de peur que les beaux esprits ne nous entendent, il est plus difficile, plus pénible même, de servir le thé qu'on ne le croit généralement. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore, de nouveau, nous allons baisser la voix de peur que les femmes ne nous entendent, le petit secret que les hommes se transmettent. Lord Chesterfield l'a murmuré à l'oreille de son fils, avec la recommandation expresse de n'en rien dire. Les femmes ne sont que de grands enfants. Un homme de bon sens batifole avec elles, joue, plaisante et les flatte, mais rien de plus. Comme les enfants entendent toujours ce qu'on veut leur cacher, fussent-ils même de grands enfants, le secret a dû transpirer et la cérémonie du thé en devient d'autant plus curieuse. Une femme sait fort bien que même si un bel esprit lui envoie ses poèmes, loue son jugement, sollicite ses critiques et boit son thé, ceci ne signifie pas le moins du monde qu'il respecte ses opinions, qu'il admire son intelligence et se refusera le plaisir, puisque la rapière n'est pas admise, de la transpercer avec sa plume. Si bas que nous le murmurions, tout ceci, dis-je, doit avoir fui par quelque fente, si bien que, même avec le pot de crème en suspens et les pinces à sucre au bout des doigts, il peut arriver aux dames de s'énerver quelque peu, de regarder quelque peu par la fenêtre, de bâiller quelque peu et, ploc, de laisser tomber d'assez haut, comme fit Orlando ce jour-là, le sucre dans le thé de Mr. Poe. Nul mortel ne fut jamais plus prompt à soupçonner une insulte et plus rapide à se venger que Mr. Poe. Il se tourna vers Orlando et lui décocha aussitôt l'original d'un trait fameux qu'on trouvera dans ses portraits de femmes. Il devait par la suite le polir longuement, mais la version première était déjà assez piquante. Orlando reçut le trait avec une révérence. Mr. Pope prit congé avec un salut. Orlando, pour rafraîchir ses joues, elle avait vraiment l'impression que ce petit homme l'avait giflé, s'enfuirait dans le bocage de noisetiers au fond du jardin. La brise fraîche agit bientôt sur elle. À son étonnement, Orlando découvrit qu'elle était fort soulagée de se trouver seule. Elle regarda les joyeuses batelées qui remontaient la rivière à rames.
Sans aucun doute, ce spectacle lui remit à l'esprit un ou deux incidents de sa vie passée. Elle s'assit et médita profondément sous un saule magnifique. Elle demeura là jusqu'au moment où les étoiles apparurent dans le ciel. Alors elle se leva, prit le chemin du retour, entra dans sa maison, alla droit à sa chambre et verrouilla la porte. Puis elle ouvrit un placard où pendait encore un grand nombre des habits qu'elle avait portés jadis, quand elle était un jeune homme élégant, et choisit un costume de velours noir richement orné de dentelles vénitiennes. Il était un peu passé de mode, à vrai dire, mais il lui allait à la perfection, et lui donnait l'exacte silhouette d'un jeune lord. Elle fit un ou deux tours devant le miroir pour s'assurer que les jupes ne lui avaient pas fait perdre l'aisance de ses jambes et sortit secrètement. C'était une belle nuit du début d'avril, les lueurs de milliers d'étoiles fondues dans la clarté d'une lune en croissant, encore renforcée par les réverbères, créaient une lumière infiniment saillante à la silhouette humaine et à l'architecture de Mr. Wayne. Une exquise tendresse estompait les formes. Celle-ci semblait toujours sur le point de se dissoudre, et toujours une goutte d'argent leur rendait à la fois l'acuité et la vie. Voilà l'image de la conversation, songea Orlando, en se laissant aller à une absurde rêverie. Voilà l'image de la société, de l'amitié, de l'amour tel qu'il devrait être, car, Dieu sait pourquoi, au moment où nous venons de perdre toute foi dans les relations humaines, une composition purement fortuite d'arbres et de granges, une meule, une charrette, soudain, nous offre un symbole si parfait de l'idéal inaccessible que nous nous remettons à chercher. Tout en faisant ces réflexions, Orlando entra dans Leicester Square. Les édifices y avaient une symétrie aérienne et pourtant exacte, inconnue dans le jour. Le dais du ciel paraissait un lavis adroitement passé dans le contour des cheminées et des toitures. Au centre du square, sous un platane, une jeune femme assise dans une pose abattue, un bras pendant, l'autre posé sur ses genoux, semblait l'image même de la simplicité, de la grâce et de la désolation. Orlando la salua d'un geste large, comme fait un galant qui présente en public ses respects à une élégante. La jeune femme leva la tête. La perfection en était exquise. La jeune femme leva les yeux. Orlando les vit briller d'un éclat qui resplendit parfois sur les théières, mais rarement dans un visage humain. À travers ce glacis d'argent, la jeune femme laissa monter vers lui, car il était un homme pour elle, un regard d'appel, d'espoir, d'appréhension, de crainte. Elle se leva, elle accepta son bras, car, est-il besoin d'insister? Elle était de celles qui, le soir venu, fourbissent leur charme pour l'étalage commun où ils attendront, à leur place, le plus haut acheteur. La jeune femme conduisit Orlando à la chambre où elle logeait dans Gerrard Street. Quand il la sentit à son bras, légèrement appuyée et pourtant suppliante, Orlando retrouva les sentiments qui conviennent à l'homme. Elle en eut l'apparence, les impressions et les paroles. Mais comme elle avait été femme elle-même et très récemment, Orlando soupçonna que la timidité de cette fille, ses réponses hésitantes, sa gaucherie pour faire tourner la clé dans la serrure, le drapé de sa cape et la langueur de son poignet n'étaient affichés que pour complaire à sa propre virilité. Ils montèrent l'escalier, et les soins qu'avait pris cette pauvre créature pour orner sa chambre et pour cacher le fait qu'elle n'avait pas d'autre pièce, pas un instant ne trompèrent Orlando. La feinte éveilla son mépris.
la vérité, sa pitié. Avoir ainsi le comique transparaître derrière le tragique et réciproquement. Orlando finit par ne plus savoir si elle devait rire ou pleurer. Cependant, Nell, c'était le nom de la jeune femme, avait déboutonné ses gants tout en cachant soigneusement le pouce gauche qui aurait eu besoin d'une reprise, puis s'était retirée derrière un écran. Elle devait mettre du rouge à ses joues, arranger ses vêtements, enrouler autour de son cou un foulard propre. Elle ne cessait de bavarder comme font les femmes pour amuser leurs amoureux. Mais Orlando eût juré, d'après le ton de sa voix, qu'elle pensait à autre chose. Lorsque tout fut à point, elle ressortit, prête. Mais la patience d'Orlando était à bout. Partagée entre la colère, l'amusement et la pitié, elle jeta le masque et avoua qu'elle était une femme. Ah, ces mots, Nell, partis d'un éclat de rire qu'on aurait pu entendre de l'autre côté de la route. Eh bien, ma chère, dit-elle quand elle fut remise, je ne suis pas fâchée de l'apprendre, car je vous flanque mon billet. Avec quelle rapidité, en découvrant qu'elles étaient du même sexe, elle avait changé de manière, abandonné ses façons plaintives et suppliantes. Je vous flanque mon billet que les hommes ce soir me portaient sur les nerfs. Quelle poisse! Sur quoi elle attisa le feu, fit flamber un bol de punch et fit à Orlando le récit de sa vie entière. Mais c'est la vie d'Orlando qui nous occupe pour l'instant. Il est donc inutile de rapporter ici les aventures de cette autre dame. Mais à coup sûr, jamais Orlando n'avait vu les heures passer si vite ni si joyeusement. Pourtant, Mrs. Nell n'avait pas une paillette d'esprit dans la tête, et quand le nom de Mr. Pope vint dans la conversation, elle demanda innocemment si c'était un parent de Pope, le perruquier de Jermyn Street. Cependant, le charme du naturel, l'attrait de la beauté sont si forts que le récit de la pauvre fille, tout entrelardé d'expressions populacières, eut pour Orlando la saveur d'un vin, après les belles phrases qu'elle avait coutume d'entendre, et elle finit par conclure que le mépris de Mr. Pope, la condescendance de Mr. Addison et le secret de Lord Chesterfield lui gâteraient toujours un peu la société des beaux esprits, sans qu'elle cessât pour cela d'admirer profondément leurs œuvres. Ces pauvres créatures, apprit-elle, car Nell lui fit connaître Prue, et Prue Kitty, et Kitty Rose, formaient une société à elle. Orlando y fut bientôt admise. Chacune faisait le récit des aventures qu'il avait enfin jetées dans sa condition présente. Plusieurs d'entre elles étaient filles naturelles de comte, et l'une même était plus proche qu'il n'aurait fallu sans doute de la personne royale. Aucune n'était trop misérable ou trop pauvre pour n'avoir pas dans sa poche quelque mouchoir ou quelque anneau qui lui tenait de pédigré. Elle s'asseyait donc autour du bol de punch qu'Orlando s'était chargé d'emplir généreusement, et l'on racontait là maintes bonnes histoires, et l'on échangeait là maintes remarques plaisantes, car lorsque les femmes se réunissent, mais chut, elles prennent toujours garde que les portes soient bien fermées et que pas un mot de leur conversation ne soit imprimé. Elles n'ont qu'un désir, c'est chut, vous dis-je. C'est bien un pas d'homme qu'on entend dans l'escalier? Nous allions avouer quel est leur seul désir quand l'arrivée de ce monsieur nous a ôté les mots de la bouche. Les femmes n'ont pas de désir, dit ce monsieur, entrant dans le parloir de Nell. Rien que des affectations, sans désir. Nell lui a donné ce qu'il demandait et il est parti. Sans désir, leur conversation ne peut avoir d'intérêt pour personne. Chacun sait, écrit Mr. S.W., que, quand les hommes ne sont pas là pour les stimuler, les femmes ne trouvent plus rien à se dire. Seules, elles ne parlent pas, elles égratignent.
Mais on ne s'égratigne pas indéfiniment. Si donc les femmes ne peuvent pas causer ensemble, et si, comme chacun sait, Mr. T.R. l'a prouvé, incapables de toute affection pour des personnes de leur sexe, elles se détestent réciproquement. Que peuvent bien faire les femmes lorsqu'elles se réunissent? Mais ce n'est pas une question qui mérite l'attention d'un homme raisonnable. Nous autres biographes, qui partageons avec les historiens le privilège de n'avoir point de sexe, passons outre, et après avoir noté simplement qu'Orlando trouvait de grands charmes à la compagnie des femmes, laissons à ces messieurs le soin de prouver, comme ils aiment tant le faire, que c'est une chose impossible. Rendre un compte exact et minutieux de la vie d'Orlando à cette époque devient de plus en plus malaisé. En vain, nous fouillons l'ombre. En vain, nous tâtonnons dans les cours mal éclairées, mal pavées, mal aérées que l'on trouvait alors aux environs de Gerrard Street et de Drury Lane. Si parfois nous croyons voir passer Orlando, c'est pour la perdre aussitôt. Les difficultés sont encore accrues par le fait qu'elle prit à ce moment l'habitude de changer d'habit suivant qu'elle jugeait commode, de paraître homme ou femme. C'est ainsi qu'elle est souvent mentionnée dans les mémoires de l'époque sous le nom de Lord Untel, qui était en fait son cousin. On lui attribua les traits de générosité d'Orlando et jusqu'à ses poèmes. Il ne semble pas qu'elle ait éprouvé la moindre difficulté à jouer ces différents rôles. En fait, la nature de son sexe changeait plus fréquemment que ne peuvent l'imaginer ceux qui ont toujours porté un seul genre d'habit. Il est très certain qu'elle récolta ainsi double moisson. Les plaisirs de la vie furent accrus pour elle, et ses expériences multipliées. Elle échangeait contre la rigueur des pantalons, la séduction des jupons, et connaissait la joie d'être aimée des deux sexes également. Un croquis rapide de sa journée nous la montrerait donc au matin parmi ses livres, dans une robe de chine d'un genre ambigu, puis dans le même costume en train de recevoir un ou deux protégés, car elle payait plusieurs douzaines de pensions, après quoi elle faisait un tour dans le jardin, grimpait sur les noisetiers, et les culottes courtes devenaient indispensables. Elle les quittait pour mettre la robe de taffetas fleuri qu'exigeait une promenade en voiture à Richmond et les propositions de mariage de quelque noble gentilhomme. De retour à la ville, elle endossait une robe couleur tabac, comme en portent les hommes de loi, et s'en allait dans les cours de justice, voir ce qu'il advenait de ses procès, car sa fortune se dissipait d'heure en heure sans qu'une décision parût plus proche qu'un siècle auparavant. Enfin, lorsque la nuit tombait, le plus souvent muet de pied en cap en noble gentilhomme, Orlando courait la ville à la recherche des aventures. Lorsqu'elle rentrait de ses expéditions, la Gazette du Temps fourmille à ce propos d'anecdotes où l'on voit Orlando se battre en duel, commander une frégate du roi, danser nu, N-U-E, sur un balcon, et s'enfuir avec une certaine dame aux Pays-Bas où le mari, dit-on, les suivit. Mais qu'y a-t-il de vrai dans tout cela? Nous nous refusons à l'examiner. Lorsqu'elle rentrait, disions-nous, de ses divertissements, quels qu'ils fussent, elle se plaisait quelquefois à passer sous les fenêtres d'un café où elle pouvait voir sans être vue les beaux esprits du temps et imaginer à sa fantaisie, d'après leurs gestes, les propos sages, spirituels ou malicieux qu'ils tenaient sans doute, mais dont elle n'entendait pas le premier mot.
ce qui était peut-être un avantage. C'est ainsi qu'un soir elle se tint peut-être une demi-heure à regarder sur une jalousie 3 ombres qui buvaient du thé à la même table dans une maison de Bolt Court. Jamais comédie ne fut aussi intéressante. Orlando aurait voulu crier bravo, bravo. N'était-ce pas en effet le plus beau des drames, une page déchirée au plus épais du roman humain? Il y avait la petite ombre aux lèvres boudeuses qui frétillait sur sa chaise, inquiète, trépidante, empressée. Il y avait l'ombre penchée, une femme, qui plongeait son index crochu dans la tasse pour reconnaître le niveau du thé, car elle était aveugle. Enfin, il y avait le lourd profil romain roulant dans son vaste fauteuil, l'homme qui se tordait les doigts de façon étrange et faisait ballotter sa tête d'une épaule à l'autre tout en engloutissant d'énormes gorgées de son thé. Dr Johnson, Mr Boswell et Mrs Williams, tels étaient les noms de ces 3 ombres. Orlando était si absorbée par ce spectacle qu'elle en oublia de penser combien les siècles futurs l'envieraient, quoique probablement ils dussent l'envier à cette occasion. Elle ne pouvait que regarder toujours. À la fin, Mr Boswell se leva. Il salua la vieille femme avec un air acerbe, mais ensuite, comme il s'inclina humblement devant la grande ombre romaine qui, se levant soudain de toute sa hauteur, oscillante et superbe, roula vers lui les plus magnifiques périodes qu'aient jamais prononcées des lèvres humaines, du moins c'est ce que crut Orlando, car elle n'entendit pas un seul des mots échangés par les 3 ombres pendant tout le temps qu'ils burent leur thé. Une nuit enfin, après l'une de ces flâneries, elle revint chez elle et monta dans sa chambre. Elle quitta sa veste garnie de dentelles et, en culotte et chemise, se mit à la fenêtre. Il y avait je ne sais quel émoi dans l'air qui l'empêchait de se mettre au lit. Une brume blanche s'étendait sur la ville, car c'était une nuit de gel au milieu de l'hiver. Un spectacle magnifique s'étalait sous les yeux d'Orlando. Elle pouvait voir Saint-Paul, la tour, l'abbaye de Westminster avec toutes les flèches et les dômes de la cité, les formes douces des rives du fleuve, les courbes larges et opulentes des halls et des bâtiments publics. Au nord s'élevaient les collines douces et rases de Hampstead. À l'ouest, les rues et les squares de Mayfair luisaient d'un clair rayonnement. Sur ce panorama ordonné et serein, les étoiles se penchaient, scintillaient, nettes, dures, dans un ciel sans nuages. L'extrême limpidité de l'atmosphère laissait voir l'arête de chaque toit et le chapeau de chaque cheminée. On eût compté les pavés dans les rues. Orlando ne put s'empêcher de comparer le bon ordre de ce spectacle avec l'entassement confus et irrégulier qu'avait été la cité de Londres sous le règne d'Élisabeth. Alors, se souvenait-elle, la ville, si on peut l'appeler par ce nom, n'était qu'un simple amas de maisons accolées qui se pressaient sans ordre sous ses fenêtres à Blackfriars. Les étoiles se reflétaient dans des trous profonds d'eau stagnante au milieu de la rue. Une ombre noire au coin, où s'ouvrait à cette époque la taverne, pouvait fort bien être le cadavre d'un homme assassiné. Orlando avait encore dans l'oreille les gémissements d'ivrogne, blessé pendant ses ripailles nocturnes, qu'elle avait entendus quand sa nourrice élevait jusqu'à la fenêtre au panneau diamanté le petit garçon qu'elle était alors. Des bandes de ruffians, hommes et femmes, entremêlés, avec un cynisme inexprimable,
rôdaient par les rues en hurlant des refrains sauvages, des éclairs de bijoux aux oreilles et des lueurs de couteaux au poing. Par une nuit semblable, on pouvait voir se profiler à l'horizon la masse opaque des forêts de Highgate et de Hampstead, qui tordaient sur le ciel leur enchevêtrement échevelé. Çà et là, au sommet des collines proches, se dressait un roi de gibet avec son cadavre cloué, pourrissant, ou se desséchant sur sa croix. Le danger et l'incertitude, la luxure et la violence, la poésie et l'ordure grouillaient, bourdonnaient et puaient sur les grands chemins tortueux de l'époque élisabéthaine. Orlando avait encore dans les narines ces odeurs d'une nuit d'été dans les petites chambres et les ruelles étroites de la cité. Aujourd'hui, elle se pencha vers la fenêtre. Tout était lumière, ordre et sérénité. On entendit sur les pavés le roulement d'un carrosse. Puis monta le cri lointain d'un veilleur de nuit. « Minuit juste et gelée blanche !» Il n'avait pas plutôt prononcé ces mots que le premier coup de minuit sonna. Alors Orlando découvrit un petit nuage qui s'était rassemblé derrière le dôme de Saint-Paul. Elle le vit, à mesure que les coups sonnaient, s'élargir, s'assombrir, s'étendre avec une extraordinaire rapidité. Au même instant, une brise légère s'éleva, et lorsque retentit le 6e coup, toute la partie orientale du ciel était couverte d'une ombre irrégulière et mouvante, tandis que l'ouest et le nord restaient clairs. Puis le nuage s'étala vers le nord, l'un après l'autre les points culminants de la ville sombrèrent, seul Mayfair, toute lumière dehors, brillait par contraste d'un éclat plus vif que jamais. Au 8e coup, quelques vedettes galopantes du nuage fondirent sur Piccadilly. Elles parurent se grouper et avancer avec une rapidité extraordinaire vers l'ouest, tandis que frappaient le 9e, 10e et 11e coup, une ombre énorme croula et couvrit Londres. Et quand le 12e coup de minuit sonna, la nuit était complète. Un noir déluge tumultueux avait noyé la ville. Tout n'était que ténèbres, que doute et chaos. Le 18e siècle avait vécu, le 19e venait de naître. Chapitre 5. Le lourd nuage gonflé qui, le premier jour du 19e siècle, couvrait non seulement Londres, mais la totalité des îles britanniques, s'arrêta, ou plutôt ne s'arrêta pas d'obéir aux fluctuations des tempêtes assez longtemps dans ce coin du ciel pour avoir des effets extraordinaires sur tous les êtres vivants dans son ombre. Le climat anglais parut bouleversé. Il pleuvait souvent, mais seulement par averses fantasques qui reprenaient sitôt finis. Le soleil brillait comme de juste, mais emmitouflé par tant de nuages, et dans un air si saturé d'eau que ses rayons perdaient leur couleur. Et les violacés, les orangés, les rouges ternes avaient remplacé dans le paysage les teintes plus solides du XVIIIe siècle. Sous le dais de ce ciel meurtri et chagrin, le vert des choux paraissait moins intense et la neige était d'un blanc sale. Mais ceci n'était rien. Bientôt s'insinua dans chaque maison l'humidité, le plus insidieux des ennemis. On peut, derrière des persiennes, narguer le soleil et narguer le gel devant un bon feu, mais l'humidité pénètre chez nous, furtivement, lorsque nous dormons. On ne l'entend pas, on ne la sent pas, et elle est partout.
L'humidité gonfle le bois, moisit la marmite, rouille le fer, pourrit la pierre, et elle agit de façon si pateline qu'il nous faut soulever un coffre, un seau à charbon, et les voir s'émietter soudain pour soupçonner enfin l'ennemi d'être dans la place. Ainsi, de façon insensible et furtive, sans que rien marquât le jour ou l'heure de l'altération, le tempérament de l'Angleterre changea, et personne ne s'en aperçut. Rien pourtant ne fut épargné. Les rudes gentilshommes campagnards qui jusque-là s'étaient assis joyeusement devant un repas de bœuf et d'ale, dans une salle à manger dessinée peut-être par les frères Adam, avec une dignité classique, soudain furent pris d'un frisson. Les douillettes apparurent. On se laissa pousser la barbe. On attacha les pantalons étroitement par des sous-pieds. Et ce froid qui montait aux jambes, le gentilhomme campagnard eut tôt fait de le communiquer à sa maison. Les meubles furent capitonnés, les tables et les murs couverts, et rien ne resta nu. Alors un changement de régime devint indispensable. On inventa le muffin et le crumpet. Le café, après le dîner, supplanta le porto, et comme le café exigeait un salon où on pût le boire, comme le salon exigeait des globes, les globes des fleurs artificielles, les fleurs artificielles des cheminées bourgeoises, les cheminées bourgeoises des pianos, les pianos des ballades pour salon, les ballades pour salon en sautant un ou deux intermédiaires, une armée de petits chiens, de carrés en tapisserie et d'ornements en porcelaine, le home, qui avait pris une importance extrême, changea du tout au tout. Au dehors, cependant, par un nouvel effet de l'humidité, le lierre s'était mis à croître avec une profusion inouïe. Les maisons, jusque-là de pierre nue, furent étouffées sous le feuillage. Pas un jardin, si rigide que fût son dessin original, qui ne possédât maintenant sa pépinière, son coin sauvage et son labyrinthe. Le peu de jour qui pénétrait dans les chambres d'enfants filtrait à travers des épaisseurs vertes, et le peu de jour qui entrait dans les salons où vivaient les adultes, hommes et femmes, traversait des rideaux de peluche écarlate ou brune. Mais les changements ne se limitèrent pas à l'extérieur des êtres. L'humidité pénétra plus avant. Les hommes sentirent le froid dans leur cœur, le brouillard humide dans leur esprit. En un effort désespéré pour donner à leurs sentiments un nid plus chaud, un creux quelconque où se blottir, ils essayèrent de tous les moyens tour à tour. L'amour, la naissance et la mort furent emmaillotés de belles phrases. Les deux sexes, de plus en plus, s'éloignèrent l'un de l'autre. Aucune conversation ouverte ne fut plus tolérée. Les évasions et les hypocrisies patelines se multiplièrent dans les deux camps. Les orgies de lierre et d'arbres vivaces à l'extérieur des maisons eurent pour contrepartie exacte une identique fécondité à l'intérieur. La vie d'une femme normale devint une succession de naissances. Elle se mariait à 19 ans et à 30 était mère de 15 ou 18 enfants, car il y avait grande abondance de jumeaux. Ainsi naquit l'Empire britannique. Ainsi, car on ne saurait arrêter l'humidité, elle envahit l'encrier comme les boiseries. Les phrases se gonflèrent, les adjectifs se multiplièrent, les poèmes lyriques devinrent épiques, et les bagatelles,
qui formaient jadis des essais d'une colonne, prirent l'ampleur d'encyclopédies en 10 ou 20 volumes. Le cas d'Eusebius Schüps montre bien ce que durent être, devant ce spectacle, les réactions d'un homme sensible, conscient de son impuissance. On trouve à la fin de ses mémoires un passage où Schüps raconte qu'un beau matin, après avoir pondu 35 pages in folio à propos de rien, il vissa le couvercle de son encrier et partit faire un tour dans le jardin. Il se trouva bientôt en pleine pépinière. D'innombrables feuilles bruissaient et luisaient au-dessus de sa tête. Il eut l'impression qu'il écrasait la poussière de millions d'autres sous ses pieds. Une épaisse fumée montait d'un feu d'herbe mouillée au bout du jardin. Il réfléchit qu'aucun feu sur la terre ne pourrait jamais consumer ce vaste encombrement de végétaux. Partout où il jetait les yeux, c'était la même végétation rampante. Les concombres roulaient dans l'herbe jusqu'à ses pieds. Des choux-fleurs géants entassaient étage sur étage, finissaient par atteindre, dans son imagination troublée, la hauteur des ormeaux eux-mêmes. Les poules, sans arrêt, pondaient des œufs d'une couleur bâtarde. Il se souvint avec un soupir de sa propre fécondité et de sa pauvre femme, qui à cet instant même était au lit dans les douleurs de ses 15e couches. Comment, dans ces conditions, blâmer la volaille? Il ferma les yeux vers le ciel. Est-ce que les cieux eux-mêmes, ou plutôt ce grand frontispice des cieux, le ciel, n'apportait pas à cet ouvrage l'assentiment, que dis-je, l'encouragement de la divinité? Là, été comme hiver, d'un bout de l'an à l'autre bout de l'an, les nuages roulaient, se culbutaient comme des baleines, réfléchit-il, comme des éléphants plutôt, mais en vain. Schüps ne pouvait échapper à l'image qu'exigeaient de lui les 1000 hectares aériens. Le ciel entier, largement étalé sur les îles britanniques, n'était qu'un vaste lit de plumes, et la fécondité indistincte du jardin, de la chambre et du poulailler trouvait en lui son modèle suprême. Schüps rentra chez lui, écrivit le passage ci-dessus, posa sa tête sur un four à gaz, et, lorsqu'on le trouva dans cette attitude, il était trop tard pour le ranimer. Tandis que cette évolution se poursuivait par toute l'Angleterre, Orlando pouvait bien se confiner dans sa maison de Blackfriars et prétendre que le climat était toujours le même, qu'on pouvait encore dire ce qui vous plaisait et porter des culottes ou des jupes selon son bon plaisir. Un jour vint pourtant où elle dut à son tour reconnaître que les temps avaient changé. Un après-midi au début du siècle, elle traversait St. James Park dans son vieux carrosse à panneaux lorsqu'un rayon de soleil, il en filtrait quelques-uns de temps à autre, mais rarement, se fraya avec peine un chemin entre les nuages qu'il marbrait en passant d'étranges couleurs prismatiques. Un tel spectacle était assez extraordinaire. Après les cieux clairs et uniformes du XVIIIe siècle, pour inciter Orlando à baisser la glace et à regarder. Les nuages, puces et roses flamandes la firent songer avec une angoisse délicieuse, qui montre à quel point l'humidité l'avait déjà touchée, à des dauphins mourant dans les mers ioniennes. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque, en frappant la terre, le rayon de soleil parut faire surgir ou illuminer une pyramide, ou une hécatombe, ou un trophée peut-être,
Cela ressemblait vaguement à une table de banquet. En tout cas, le conglomérat d'objets les plus hétéroclites, les plus disparates qu'on puisse imaginer empilés, à la va comme je te pousse, en un prodigieux monticule là où s'élève maintenant la statue de la reine Victoria. Au bras d'une énorme croix d'or, surchargée de fleurons de filigrane, étaient drapés de noirs voiles de veuve et de blancs voiles nuptiaux. À d'autres excroissances diverses, on avait accroché des palais de cristal, des barcelonnettes, des casques guerriers, des couronnes mortuaires, des pantalons, des favoris, des pièces montées pour mariage, des canons, des arbres de Noël, des télescopes, des monstres disparus, des globes terrestres, des cartes, des éléphants et des instruments mathématiques, le tout pesant comme une armure gigantesque, à droite sur un personnage féminin habillé de blancheur flottante, à gauche sur un bourgeois bedonnant en redingote et en pantalon à damier. L'incongruité de ces objets, la juxtaposition de ces draperies sommaires et de ce costume complet, l'extravagance des différentes couleurs, leur bariolage de plaid, plongèrent Orlando dans l'affliction la plus profonde. Elle n'avait jamais vu dans sa vie rien d'aussi indécent, d'aussi hideux et d'aussi monumental à la fois. C'était à coup sûr un effet du soleil sur l'air chargé de pluie. Ce cauchemar s'évanouirait à la première brise. Pourtant, ce cauchemar avait bien l'air, quand sa voiture le longea, de vouloir durer toujours. Rien, sentit-elle en se laissant tomber dans le coin de son carrosse, ni vent, ni pluie, ni soleil, ni tonnerre, ne pourrait jamais jeter à bas cet édifice extravagant. Les nez s'ébrécheraient sans doute, les trompettes se rouilleraient, mais n'importe, on les verrait encore pointant vers l'est, l'ouest, le sud, le nord, éternellement. Quand son carrosse se lança sur la pente de Constitution Hill, Orlando jeta un regard en arrière. Oui, le cauchemar était toujours là, baigné d'une lumière placide qui, elle tira la montre de son gousset, était naturellement la lumière de midi. Aucune autre n'aurait pu être si prosaïque ni terre-à-terre, si étrangère à toute idée d'aube ou de crépuscule, si apparemment calculée pour durer éternellement. Orlando prit la décision de ne plus regarder. Dans ses veines déjà, le sang ralentissait son cours, mais le plus surprenant fut qu'en face de Buckingham Palace, une rougeur vive et singulière s'épandit soudain sur ses joues. Un pouvoir supérieur parut la contraindre à baisser les yeux et à regarder ses genoux. Horreur. Elle était en culotte noire. Elle ne cessa de rougir jusqu'à sa maison de campagne, ce qui, si l'on considère le temps que prennent 4 chevaux à couvrir au trot 40 milles, apparaîtra, nous l'espérons, comme une preuve signalée de sa chasteté. Une fois chez elle, cédant aux besoins désormais le plus impérieux de sa nature, Orlando s'enveloppa du mieux qu'elle put dans une couverture de damas arrachée de son lit. Puis elle expliqua à la veuve Bartholomew, qui avait succédé à la bonne vieille Grimsditch dans les fonctions d'intendante, qu'elle se sentait glacée. « Pardi, madame, nous le sommes tous, dit la veuve en poussant un profond soupir. Les murs, ils coulent, dit-elle avec une curieuse et lugubre satisfaction. Et l'on vit bien qu'il lui suffisait de poser la main sur les panneaux de chêne pour y laisser la trace de ses doigts. Le lierre avait poussé avec une telle profusion que de nombreuses fenêtres étaient complètement bouchées. La cuisine était si obscure qu'on pouvait à peine y distinguer une marmite d'une passoire. On avait pris un pauvre chat noir pour du charbon et on l'avait jeté à la pelle sur le feu. La plupart des femmes portaient déjà 3 ou 4 jupons de flanelle rouge, quoiqu'on fût en août. « Mais c'est-y vrai, ma'am? Demanda la bonne femme, en serrant les bras autour de son buste, tandis que son crucifix d'or se soulevait sur sa poitrine.
Que la reine, Dieu la bénisse, porte La bonne femme hésita et rougit. Une crinoline? Dit Orlando pour la tirer d'embarras, car le mot avait atteint Blackfriars. Mrs. Bartholomew approuva de la tête. Déjà les larmes coulaient le long de ses joues, mais tout en pleurant, elle souriait, car il était doux de pleurer. N'étaient-elles pas toutes de faibles femmes qui portaient des crinolines pour mieux cacher le fait, le grand fait, le seul fait, mais néanmoins le déplorable fait, le fait que toute femme modeste refusait de laisser paraître jusqu'au moment où il paraissait, malgré tout. Bref, le fait qu'elle était en mal d'enfant. Que dis-je? En mal de 15 ou 20 enfants. Si bien qu'une femme modeste passait le plus clair de sa vie à cacher un scandale qui, au moins une fois par an, finissait par éclater. Les muffins, ils sont au chaud, dit Mrs. Bartholomew en se tamponnant les yeux. Ils sont au chaud dans la bibliothèque. Et, enveloppé dans sa couverture de damas, c'est devant un plat de muffins qu'Orlando aujourd'hui dut s'asseoir. Les muffins, ils sont au chaud dans la bibliothèque. Orlando flûta l'horrible phrase populacière avec l'accent distingué de Mrs. Bartholomew. Non, décidément, elle ne boirait pas son thé. Elle détestait trop ce breuvage douceâtre. C'est dans cette pièce, se souvint-elle, que la reine Élisabeth, campée devant le feu, avec à la main une chope de bière, en avait soudain asséné un grand coup sur la table, en entendant Lord Burghley se servir irrespectueusement de l'impératif au lieu du subjonctif. Petit homme, avait-elle dit. Orlando l'entendait encore. Est-ce que ce devait est un mot qu'on puisse adresser au prince? Et pan, la chope avait frappé contre la table. On voyait encore la marque. Mais lorsque Orlando se leva d'un bond, à la seule pensée qu'on pût donner des ordres à cette grande reine, elle s'empêtra dans sa couverture et retomba dans son fauteuil avec un juron. Demain, il lui faudrait acheter 20 mètres au moins de basin noir, supposait-elle, pour faire une jupe. Et puis, elle rougit, il lui faudrait acheter une crinoline. Et puis, elle rougit, une barcelonnette. Et puis, une autre crinoline. Et ainsi de suite. Les rougeurs sur son visage passaient et disparaissaient dans l'alternance la plus exquise de pudeur et de honte. On pouvait voir l'esprit du siècle souffler le froid et le chaud sur ses joues. Et si l'esprit du siècle soufflait sans trop de suite, puisqu'on rougissait de la crinoline avant de rougir du mari, il faut en accuser la position ambiguë d'Orlando, son sexe était encore douteux, et la vie de désordre qu'elle avait menée jusqu'alors. À la fin, la couleur de ses joues redevint fixe, et l'esprit du siècle, si ce l'était en effet, parut s'apaiser pour un temps. Alors Orlando sentit contre son sein, sous sa chemise, comme un médaillon ou une relique d'amour. Elle y porta la main, mais ne tira rien de semblable. C'était un rouleau de papier, couvert de taches, sali par la mer, le sang, les voyages. C'était le manuscrit de son poème, Le Chêne. Elle l'avait porté sur elle pendant tant d'années maintenant, et dans des circonstances si hasardeuses, que la plupart des pages étaient salies, d'autres déchirées. La disette de papier qu'elle avait dû subir pendant son séjour chez les Bohémiens l'avait contrainte à surcharger les marges, à écrire en travers. Il finissait par ressembler, ce manuscrit, à une reprise faite avec beaucoup de confiance. Orlando revint à la première page et lut la date 1586.
tracé de sa propre écriture de jeune garçon. Voici près de 300 ans qu'elle travaillait sur ce manuscrit. Il était temps d'en finir. Cependant, elle se prit à tourner les pages, jeter un regard de ça, de là, à lire, à sauter, à méditer tout en lisant. Qu'elle avait peu changé en tant d'années. Elle avait été un garçon taciturne et pris de la mort, comme sont les jeunes garçons. Puis elle avait été amoureux et volubile. Quelquefois elle avait tâté de la prose et quelquefois du drame. Pourtant, à travers ces métamorphoses, elle était demeurée, réfléchit-elle, la même dans le fond, toujours méditative et repliée sur soi, toujours attendrie par les animaux et la nature, toujours passionnée pour la campagne et les saisons. Après tout, songea-t-elle en se levant et en marchant vers la fenêtre, rien n'a changé. La maison, le jardin, sont précisément comme ils étaient. On n'a pas changé un fauteuil de place, pas vendu un bibelot. Voici les mêmes allées, les mêmes gazons, les mêmes arbres, et le même étang où vit, j'en jurerais, la même carte. Et évidemment, la reine Victoria est sur le trône, au lieu de la reine Élisabeth. Mais quelle différence! Cette pensée n'avait pas plutôt pris forme que, comme pour la refouler, la porte s'ouvrit toute grande, et l'on vit entrer d'un pas martial Basket, le maître d'hôtel, et Bartholomew, l'intendante, qui venaient desservir le thé. Orlando, qui sortait justement sa plume de l'encre, et se disposait à noter quelques réflexions sur l'éternité de toute chose, fut fâché de se voir soudain interrompu par une tache qui s'étendit bientôt en méandre autour du bec. Quelque malformation, pensa-t-elle, la plume devait être fendue ou sale. Elle la plongea de nouveau dans l'encre, la tache s'agrandit. Elle essaya de poursuivre sa phrase, aucun mot ne vint. Alors elle se mit à orner la tache d'ailes et de favoris, et la transforma en un monstre à tête ronde, quelque chose entre un rat et un ara. Quant à écrire de la poésie avec Basket et Bartholomew dans la pièce, impossible. Elle n'avait pas plutôt dit impossible qu'à son étonnement et son alarme, la plume se mit à virer et à caracoler avec une aisance prodigieuse. La page fut bientôt couverte de la plus élégante écriture penchée à l'italienne. C'étaient des vers les plus insipides qu'elle eût jamais lus de sa vie. Je ne suis rien qu'un anneau vil de la vie, pesante chaîne. La foi de nos serments, faut-il qu'elle demeure vaine? La jeune fille tout en pleurs, larmes d'amour, larmes d'absence, de la lune sous les pâleurs, murmurera-t-elle? Orlando avait écrit d'un trait, tandis que Bartholomew et Basket, grognant et grondant dans la pièce, attisaient le feu, rangeaient les muffins. De nouveau, elle trempa sa plume dans l'encre et de nouveau, sa plume repartit. Hélas! Je ne vis plus sur sa face amaigrie cet incarnat que l'aube infuse dans les cieux. Son visage était pâle, et la flamme flétrie qu'allumait à ses joues un mal mystérieux avait le rouge éclat des cierges funéraires. Mais par bonheur, d'un geste brusque, Orlando renversa l'encrier sur la page désormais à l'abri, espéra-t-elle, de tout regard humain. Elle se sentit toute frissonnante, toute bouleversée. Pouvait-on rien imaginer de plus répugnant que ce flot d'encre ruisselant en cascade d'inspiration involontaire? Que lui arrivait-il? Était-ce l'humidité? Bartholomew? Basket? Qu'était-ce donc? Se demanda-t-elle, mais la pièce était vide. Personne ne répondit. À moins qu'on ne prit pour une réponse les larmes de la pluie dégouttant sur le lierre. Alors, Orlando, debout devant la fenêtre, éprouva une extraordinaire vibration, un frémissement qui la parcourait tout entière. Elle eut l'impression d'être un instrument fait de 1000 cordes métalliques sur lequel la brise ou des doigts errants eussent multiplié les gammes. Cette vibration traversait tantôt ses orteils, tantôt sa moelle.
Les plus étranges sensations se propageaient le long de ses fémurs. Il lui sembla que ses cheveux se dressaient sur la tête, ses bras gémirent et chantèrent, comme devaient gémir et chanter 20 ans plus tard les fils télégraphiques. Mais tout ce frémissement parut, à la fin, se concentrer sur ses mains, puis sur une seule main, puis sur un seul doigt de cette main, et se réduire enfin à un anneau de sensibilité trémulante autour du second doigt de la main gauche. Orlando l'éleva pour voir la cause de ce phénomène et ne vit rien, rien que l'énorme émeraude solitaire donnée jadis par la reine Élisabeth. Eh bien, demanda-t-elle, n'était-ce pas assez? Cette pierre de la plus belle eau valait au moins 10 000 livres. Alors, la vibration, si bizarre que cela paraisse, souvenons-nous pourtant que nous touchons ici aux manifestations les plus obscures de l'âme humaine. La vibration sembla répondre non, ce n'est pas assez. Et non contente de répondre, elle sembla prendre un ton inquisiteur pour demander et que signifie cette absence, cet étrange oubli? Tant que la pauvre Orlando finit par avoir positivement honte du second doigt de sa main gauche, sans savoir le moins du monde pourquoi. Sur ces entrefaites, Bartholomew entra pour demander quelle robe madame la duchesse mettrait ce soir. Orlando, dont les sens étaient devenus plus vifs, jetant les yeux sans retard sur la main gauche de Bartholomew, vit sans retard ce qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, un anneau épais, d'un jaune vaguement bilieux, encerclait le troisième doigt. À sa propre main, ce doigt était nu. Faites-moi voir votre anneau, Bartholomew, dit-elle en étendant la main pour le prendre. Frappé en pleine poitrine par quelque vaurien, Bartholomew n'eut pas pris une autre attitude. Elle recula d'un bond, serra le doigt et le rejeta en arrière avec la dernière noblesse. Non, dit-elle, l'air digne et résolu. Madame la duchesse pouvait regarder s'il lui plaisait, mais quant à ôter son alliance, ni l'archevêque, ni le pape, ni la reine Victoria sur son trône ne sauraient l'y contraindre. Son Thomas la lui avait passé au doigt il y avait 25 ans, 6 mois, 3 semaines. Elle avait dormi avec, travaillé avec, fait la lessive avec, prié avec, et elle entendait bien être enterrée avec. N'était-ce pas, crut comprendre Orlando, mais la voix de Mrs. Bartholomew était toute brisée d'émotion. N'était-ce pas, d'après le lustre de son anneau, qu'on lui assignerait sa place parmi les anges, et cet éclat ne serait-il pas terni à jamais si elle s'en dessaisissait, fût-ce une seconde?